Ok. Donc, nous étions donc à l'étape d'évaluation et celle-là où nous pensons, nous devons rechercher et enquêter sur comment la matière peut être obtenue, comment la matière, le produit fini peut être obtenu. Nous passons au pré-développement, au développement. Ces phases-là, nous les avons expliquées la dernière fois, étant donné que les jalons que nous avons là, les jalons que nous avons sont les différents éléments qui sont parallèles lorsque nous parlons du produit, les schémas blocs, les schémas procédés, les schémas Chauterie, qui sont déjà la concrétisation des réflexions. Donc, dans la phase, la figure 1, là, nous avons les différentes phases de démarche, ce sont les réflexions. Alors que lorsque nous avons déjà le produit, nous sommes déjà en phase de réalisation, de concrétisation. Nous ne sommes plus dans les réflexions simples. Donc, je crois que ça, nous avons balayé tout ça la dernière fois. Il n'y avait pas il n'y avait plus de, de zone d'ombre. Nous allons passer au chapitre 2 qui présente les outils, les outils principaux qui sont utilisés, qui sont le schéma bloc, le schéma procédé. Nous sommes ensemble, j'espère. Oui, oui. Oui. Le chapitre 2 le, du document que vous aviez reçu, oui, qui présente donc les outils graphiques du génie des procédés, que nous utilisons généralement en génie des procédés. C'est donc du schéma bloc, qui est celui-là qui va présenter toutes les étapes de transformation. Il est nécessaire que toutes les étapes de transformation ils soient référencées. Que toutes les étapes de transformation soient référencées, parce que de cela va découler le, la mise en œuvre, la réalisation de l'usine elle-même. Et lorsqu'on était en parallèle avec le développement, avec les phases de réflexion, nous étions là aux phases de développement, de pré-développement et développement. Pourquoi? Parce que le schéma bloc, lui, ah, vous voulez afficher. Je veux partager votre. Ok. JZ2. Nous serons de partager notre écran. JZ2E, POAM. IEM, POAM, IEM. Et là, tu vas désactiver l'autre.
Le souris n'est pas active. Celui-ci. Non, tu as choisi le mauvais. C'était l'autre. C'est ça. Ferme et arrête peut-être notre partage. Voici ça qui termine. Donc on était bien parti pour commencer. Voilà, comme ça, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Cette fois, c'est la bonne. Bien, nous parlons donc des outils graphiques, n'est-ce pas? Hein? Notamment le schéma bloc. Le schéma bloc, qui, si l'on se souvient bien, apparaissait dès qu'on sortait la phase de pré-développement. Comme je disais tantôt, on sort de la phase de pré-développement, celle-ci, qui est orientée produit. On est dans la phase de voie d'accès orientée procédé. On sort avec une première version du schéma bloc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'ébauche seulement. C'est la première réflexion. On a jeté sur écrit comme ça les premières enquêtes qu'on a faites sur le terrain. Le schéma bloc ici, première version, c'est vraiment les premières idées telles que c'est fait traditionnellement, si on peut dire ainsi, dans le procédé traditionnel tel qu'il est fait par les personnes. Maintenant, le schéma bloc, lorsqu'il est figé, ici, au cours de la phase de développement, lorsqu'on est orienté produit, et développement, lorsqu'on est dans le procédé, le schéma bloc, ici, il est figé parce que après les réflexions, après avoir pris en compte ce qui se fait traditionnellement ou de façon commune ou empiriquement, on a réfléchi avec des personnes, des professionnels du domaine pour transformer ou améliorer ce procédé, cette étape-là. Quand je dis améliorer, ça veut dire ajouter. Il se retrouve donc figé. On dit ici qu'il est figé parce que ces étapes-là, ce seront les étapes qui seront réalisées à l'usine. Ce sont ces étapes-là qui seront textuellement et strictement réalisées à l'usine. Donc, pour matérialiser ce schéma bloc, pour que l'information soit partagée entre des scientifiques, des personnels de diverses disciplines, de disciplines différentes, on a donc plusieurs façons de le représenter. Les façons de le représenter, les façons de le représenter. La première façon, celle-ci. Vous ne connaissez pas ici. Les façons de le représenter sont la première façon de le représenter, c'est donc celle que nous avons là, où nous présentons la matière ou les matières premières principales, parce qu'il faut bien faire la différence entre la matière principale qui va conduire au produit et les divers intrants ou additifs qui peuvent être utilisés dans le procédé. Nous avons là pour les matières principales. Docteur, votre micro, voilà. C'est bon maintenant. Okay. Donc, nous avons les matières qui sont représentées. Ici, dans les rectangles, nous avons les diverses transformations.
ce qu'on appellera les opérations unitaires, les différentes opérations. Si nous avons une réaction pour avoir une séparation, c'est juste un exemple de mise en forme. Donc, ces différentes opérations-là sont celles que vont subir les matières. Donc, on partira de matières premières A et B, le cas échéant, dans ce cas-ci, dans ce cas d'exemple, pour la matière C, qui les deux ayant subi une réaction, ça peut être une réaction chimique, une réaction biochimique, une séparation. La séparation, ça peut être une décantation, ça peut être une filtration, d'accord? On subit le produit qui sera issu de la réaction sera séparé. Nous voyons qu'à l'issue d'une séparation, ok, je suis ici à la séparation 1, à l'issue d'une séparation, on a toujours au moins deux sorties. On a toujours au moins deux sorties. Donc, on a la sortie principale qui est celle qui nous intéresse, donc celle de la flèche en bleu, qui va vers la mise en forme. Mais on doit également voir ce qui sort de l'opération, ce qui quitte le procédé. Ça doit clairement toujours apparaître dans un schéma bloc. Lorsqu'on fait une séparation, c'est rédhibitoire carrément. Donc, si je fais une séparation, il faut que j'ai au moins deux sorties visualisées clairement. Donc, j'ai dans le cas échéant, le composé C qui sort, on matérialise ce qui sort ici, et puis on a une autre matière qui sort, qui peut potentiellement aller vers un autre procédé. C'est ce que ce schéma veut présenter. Donc, la matière qui sort à la séparation 1 peut subir un autre cycle, un autre procédé de transformation, c'est ce que nous observons aussi, séparation 2, pourquoi pas séparation 3. Si c'est un solvant, on peut revenir, on est ici dans un cycle de recyclage, on revient dans la réaction ou subir une autre séparation pour revenir encore dans la réaction. Ça montre ici comment un schéma bloc doit être complet. On a la voie principale, mais lorsque des éléments qui sortent du procédé sont réutilisés, donc sont recyclés, il faut automatiquement que le schéma bloc le montre. Parce que toutes ces voies connexes, donc en dehors des flèches en bleu, qui est la voie principale de transformation, les voies connexes, les voies parallèles là, doivent également être précisées. Donc, parce que toutes ces matières ne sont pas éliminées, elles sont retransformées pour revenir dans le procédé principal. C'est ce qu'on entend donc par un schéma bloc figé. On dit figé ici, c'est parce qu'il sera totalement complet. On aura ajouté tous les éléments connexes nécessaires pour la compréhension de la transformation, la compréhension de l'obtention du produit fini. OK? Donc, ça, c'est une façon de réaliser. Ça, c'est un exemple de graphique, des graphismes pour présenter le schéma bloc, le bloc encore appelé bloc fonctionnel. La figure suivante, la figure ci nous permet également de voir une autre façon de le représenter. C'est exactement la même représentation que tout à l'heure, mais en plus détaillée. Si nous remarquons bien, tout à l'heure, nous avions l'exemple de... Docteur, si vous permettez, il y a une main levée. Oui. Oui, bonsoir, docteur. J'aimerais que vous reveniez un peu derrière là. Il y a quelques détails là en bas. Je vois A et B réactifs là. Et vous avez signalé à haut que ce sont des matières plutôt. Oui, A et B, ce sont des réactifs, mais ce sont des matières premières pour le procédé. La matière première elle est un réactif. C'est un réactif qui subit une transformation. Oui. Mais j'ai dit qu'il faut faire la différence entre la matière principale
qui, elle, sera transformée. Je prends l'exemple de... pour expliquer ça de façon très simple, voilà, prenons l'exemple de bananes plantain, ok? De bananes plantain que l'on veut transformer, de bananes plantain ou de patates que l'on veut transformer en chips. Tout le monde connaît les chips. Je ne veux pas sortir de marques spéciales, mais on connaît les chips. Mais on part donc d'une matière première. Cette matière est un réactif. La différence principale entre la banane plantain ou bien la patate à transformer, la pomme de terre, est que c'est la pomme de terre qui, elle, se transforme en chips à la fin. D'autres intrants seront quoi? Nous pourrons avoir des épices. Nous avons tous déjà rencontré des chips épicés, des chips salés ou sucrés, sel, sucre et autres additifs pour augmenter la valeur gustative du produit sont des additifs seulement. Ils ne sont pas de la matière première. Le réactif ici, les réactifs ici que nous appelons A et B, ce sont les éléments principaux qui vont subir la réaction. Donc, A et B ici, dans mon cas, dans le cas par exemple de la patate, comme de la patate ou la pomme de terre, le réactif ici, ce sera la patate. Le A, on n'aura qu'un A, si vous voulez. On aura A, qui sera la patate. Et les autres seront les additifs, des éléments qui vont entrer au cours du procédé. Nous avons A et B dans l'exemple présent. Pourquoi? La première opération que nous observons là, c'est une opération, si c'est une réaction, c'est-à-dire que c'est une opération chimique. C'est une réaction chimique qu'on va avoir. Et pour faire une réaction chimique, on aura besoin de 2 réactifs principaux, 2 ou 3. Le cas échéant, nous avons pris 2. Nous aurons besoin de 2 ou 3 N réactifs principaux qui vont réagir pour donner un composé qui est C en réalité, mais qui est mélangé dans une phase, c'est pour ça que nous avons A et B ici et que nous les appelons réactifs. Mais ces A et B là sont les matières premières de notre procédé, du procédé ci-contre. J'espère que je lève l'équivoque sur réactif et matière première. Ces réactifs-là, oui, j'ai une main levée. Non, non, continuez juste à préciser pour moi. D'accord. OK. Là, comme nous disions, ce schéma bloc de cette première représentation, c'est un schéma qui représente les grandes lignes. C'est amené. Maintenant, le schéma suivant, c'est exactement le même schéma, même procédé que précédemment. Mais ce que nous observons, c'est quoi? C'est qu'il est nettement détaillé. Ce que nous appelions réaction tout court, tout à l'heure, c'est quoi? C'est on a une dissolution d'abord et la réaction chimique en elle-même. Poudre, le mélanger avec A pour avoir une réaction chimique. Pour ça, ça devient le schéma bloc détaillé. On voit exactement quelles sont les différentes phases que nous traversons, les différentes phases de transformation du produit. Lorsque c'est détaillé ainsi, c'est parce que ces détails apportent les réflexions nécessaires pour les équipements qui seront mis en œuvre. On va donc comprendre que pour dissoudre le composé B, par exemple, le réactif B, il faudra nécessairement un équipement ou un contenant pour le faire. J'espère que nous sommes ensemble.
il faudra nécessairement un équipement ou un contenant pour le faire. La dissolution sera faite comment? Il est nécessaire que ce soit agité, que ce soit chauffé. Donc, détailler très exactement les opérations telles qu'elles doivent être faites est nécessaire pour penser plus tard aux équipements. Si la définition très exacte, j'insiste vraiment sur très exact, la définition très exacte des opérations n'est pas faite, le choix des équipements peut être biaisé. On peut se retrouver à choisir des équipements qui ne sont pas adéquats ou avoir des équipements, avoir un manque d'équipement parce qu'on n'a pas pensé à ça avant. On se retrouve buté parce qu'on aurait dû introduire un autre élément auquel on n'a pas pensé. Donc, les détails du schéma bloc permettent de lever ces équivoques-là pour plus tard. Nous avons un autre exemple, une dissolution, une réaction. Ensuite, la séparation 1 dont on parlait plus haut dans le schéma bloc de ligne. La séparation des étapes dans une cristallisation, on comprend pourquoi on a séparé, parce que si on a fait une cristallisation, ça veut dire qu'un composé qui était dissous est passé d'une phase liquide à une phase solide. Donc, le composé qui était dissous dans le solvant, liquide, en l'occurrence, on a dissous, liquide est passé de la phase liquide pour la phase solide. On fait un essorage et on lave. Pourquoi? Parce qu'on voudrait un composé davantage pur. On comprend donc que détailler ainsi, ça permet de visualiser clairement quels sont les équipements qui peuvent être nécessaires à ces étapes-là, à ce niveau-là. Par contre, si on dit seulement qu'il faut séparer, on comprend très bien que c'est peu, c'est très vague. Ça ne veut rien dire industriellement, scientifiquement. Séparer ne veut rien dire.
tuyauterie instrumentation. Schéma tuyauterie instrumentation. Vous le rencontrerez généralement dans les livres anglo-saxons en Piping and Instrumentation Diagram, PID. Généralement, c'est comme ça qu'on l'écrit. Parfois, c'est même un anglicisme qu'on utilise en français aussi. On l'amène souvent en français, on dit PID aussi. Piping and Instrumentation Diagram. Tuyauterie, piping, pourquoi? Donc, tuyauterie, pourquoi? Parce que toutes les canalisations qui vont relier un élément X à un élément Y doivent apparaîtront. Toutes les tuyauteries, toutes les liaisons vont apparaître. Et instrumentation, c'est dit ici pourquoi? Parce que tout ce qui sera capteur, on entend ici par capteur, tous les micros et les micros équipements qui vont permettre de, par exemple, vérifier les conditions opératoires d'un procédé, d'une réaction ou d'une opération. Je prends le cas du séchage. Si on est en train de faire le séchage, on est en train de faire un séchage ou un chauffage, normalement un chauffage simple, dans le procédé, on aura besoin d'un élément qui permet de dire qu'on a atteint la température de consigne, donc la température désirée, pardon. On aura donc par conséquent quoi? Un thermomètre. Donc, dans le schéma de tuyauterie instrumentation, ce thermomètre-là va également apparaître qu'au niveau de cette cuve, on a un thermomètre. Si c'est un capteur de pression, c'est un capteur de pression, on va dire ici, à tel niveau, on a un baromètre, on a un tubidimètre, par exemple, si c'est pour mesurer, pour déterminer la quantité de matière qui sont présentes. Donc, tout capteur, tout élément d'instrumentation nécessaire sera représenté dans le Piping and Instrumentation Diagram, dans le schéma tuyauterie instrumentation. Tous les éléments. Ce n'est pas un plan, comme nous avons dit dans le cours ici, ce n'est pas un plan détaillé, un plan véritable de l'usine, mais c'est le schéma qui permet de voir le montage, l'unité telle qu'elle devrait être montée. Il n'est pas fait à l'échelle du tout, mais tous les éléments qui sont représentés, que ce soit le petit robinet, la petite vanne pour ouvrir et fermer, pour alimenter telle ou telle autre cuve, tout ce qui est instrumentation apparaîtra sur notre Piping and Instrumentation Diagram. On comprend donc bien la liaison la relation qui lie le schéma bloc, qui est le premier, qui ouvre le chemin, qui mène vers le schéma procédé, qui lui ouvre davantage l'esprit pour que nous tombions au schéma tuyauterie, qui est le schéma terminal, qui est élaboré au fur et à mesure qu'on est en train de construire. Parce que quand on a fini le schéma procédé, on commence la réalisation. OK? Donc, au fur et à mesure qu'on réalise, on fait quoi? On monte en réalité son Piping and Instrumentation Diagram. Pourquoi? Parce que les tuyauteries, les liaisons et autres vont apparaître au fur et à mesure qu'on sera en train d'installer les équipements et la mise en œuvre, les conditions de fonctionnement de ces équipements peuvent imposer une tuyauterie ou un aménagement précis. Donc, le schéma complet de l'unité, c'est le Piping and Instrumentation Diagram qui va montrer tout et qui sera donc associé généralement lorsqu'on représente un Piping and Instrumentation Diagram, on a généralement, comme on l'a vu, un diagramme séquentiel qui présente toutes les opérations qui sont liées à ce schéma tuyauterie et instrumentation. Donc, ces éléments donc graphiques sont les éléments en génie et procédé qui permettent donc aux scientifiques, quelle que soit leur discipline, d'échanger. Que ce soit le technologue, que ce soit le biochimiste, que ce soit le nutritionniste, que ce soit chacun pourra, en regardant la succession, la séquence d'opérations, comprendre ce qui se passe et apporter sa contribution. C'est l'élément qui permet d'échanger dans un dialogue pluridisciplinaire, dans un échange pluridisciplinaire.
Donc, ce qu'on peut s'amuser souvent à faire, ce qui est souvent un peu ludique, c'est les recettes même que nous mettons en œuvre à la maison ou au boulot, les procédures que nous mettons au boulot, on peut ressortir les blocs diagrammes de cela. Parce qu'on fait des mélanges, même l'exemple le plus simple, le plus courant, c'est la cuisine. Parce qu'on fait la cuisine, on a une succession d'opérations qu'on met en œuvre. On lave, on trie, on tamise, on filtre, on broie, en utilisant mixeur et autres, on broie. Donc, ces différentes opérations, on peut s'amuser à faire des blocs diagrammes et des schémas procédés liés à ça. Après le broyage et le tamisage, ça veut dire que j'ai un broyeur, j'ai un tamis. Après le tamis, j'ai peut-être autre chose. Donc, cette succession d'équipements, c'est notre bloc, notre schéma procédé et notre succession d'étapes pendant la cuisine, c'est quoi? C'est notre schéma bloc, notre bloc diagramme. Donc, c'est en fait ce que nous faisons tous les jours. On a juste trouvé le moyen de standardiser ça pour que le message se passe communément entre personnes de disciplines diverses. On fait ça tous les jours. Nous mettons en œuvre ces procédures tous les jours, de façon consciente ou pas. Même de façon empirique, nous le faisons déjà. Quand nous demandons, je prends un exemple simple, souvent nous en Afrique, on demande à la maman la recette de tel, c'est parce qu'on fait, quelle est la recette de ceci, quelle est la recette. Elle est en train en réalité de vous sortir un procédé de fabrication. Un procédé de fabrication. Notamment, nous maintenant, nous allons noter ça différemment. La recette ne sera plus comme on notait communément avec beaucoup de littérature. On pourra mettre maintenant des étapes clés, des étapes de transformation pour avoir notre procédé. C'est OK. Mm-hmm. Nous sommes là. Donc, nous avons dit en conclusion que la lecture aisée des schémas fonctionnels et procédés doit être acquise. Comme on dit, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est ce qu'on fait souvent. On a juste trouvé le moyen de l'écrire autrement. Si tout est OK, Oui, docteur, j'ai une question. J'ai levé la main, malheureusement. Vous n'avez pas dit. Ah, nous allons donc les rattraper quelque peu. Nous allons les rattraper. Docteur, j'ai une question là, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Voilà, nous avons maintenant une idée par rapport au schéma de tuyauterie, tout ça. Oui. Je suppose qu'on met en place une unité de production de 10 mètres cubes, par exemple, de la matière. On prend l'exemple d'équipement qui tient, en fait, la matière première est de 10 mètres cubes. Oui. Et après, on voit que l'usine, en fait, grandit, tout ça. Comment on peut, voilà, pour grandir l'échelle, pour grandir la production, il faut encore démanteler tous ces procédés de A jusqu'à Z, ou bien ça nécessite d'autres... Non. Ok, si je comprends, c'est-à-dire qu'au départ, on a dimensionné l'usine pour une certaine quantité et plus tard, on voudrait augmenter la production, c'est ça?
C'est ça. OK. Bon, ce qui se passe en réalité souvent dans le dimensionnement, c'est quoi? C'est que dans l'étude, dans la phase de... On va revenir donc sur notre fichier. Au niveau de l'initiation, OK, et de l'évaluation, d'accord, généralement, on réfléchit, il n'y a pas que le technologue ou le chimiste ou le physicien, peu importe celui qui est directement impliqué dans le procédé de transformation qui interviennent. Interviennent aussi économistes et autres personnes et autres scientifiques d'autres disciplines pour étudier comment est-ce que le produit s'écoulera sur le marché. Est-ce que c'est un produit qui va passer, donc qui sera accepté? Quelle pourrait être l'acceptabilité du produit? Est-ce que c'est réellement une innovation? On prend les coefficients d'agrandissement, là c'est déjà les autres, les géographes et autres. Là, comment est-ce que la population grandit? Si je prends un exemple plus simple, très simple, prenons le cas universitaire. Je me suis bien, je voudrais produire un élément que je vais vendre aux étudiants, ok? Que je vais proposer aux étudiants. C'est destiné population cible, c'est pour réfléchir de façon efficiente sur le dimensionnement de mon unité. Je dois déjà savoir rechercher quelle était la population estudiantine, par exemple, il y a quelques années. Est-ce qu'elle augmente au fil du temps? Donc, quel est le taux d'accroissement de la population estudiantine? Je ne peux pas me permettre de dimensionner mon unité seulement pour l'instant T ou l'année A à laquelle je suis en train de le faire. Je dois avoir une idée sur l'évolution de la population estudiantine, le taux d'accroissement de la population estudiantine. Avec la base, quand on parle tout à l'heure de réflexion pluridisciplinaire, c'est ça en réalité. Les autres vont me dire que la population augmente, la population estudiantine augmente comme cela. Par conséquent, lorsque je viens maintenant réfléchir sur les quantités que je dois produire, je dois prévoir que dans 5, 10 ans, par exemple, là on va peut-être très loin, dans 2, 3 ans, la population estudiantine aura augmenté par exemple de 1,5 ou 1,25. Le choix donc de mes équipements, ok, doit donc être fait de telle sorte que les accroissements de l'ordre de 20-30% puissent être facilement gérés par les équipements que je mets en place dès le départ. C'est pour ça que généralement dans les procédés, on va souvent on parle d'erreur de 20%. Parce que les 20%, là, ça doit être en plus ou en moins. L'équipement l'usine que je mets en réalité doit me permettre d'amortir une augmentation de la production d'environ 20-25% sans que ça ne change mon début de production, l'amortissement de mes équipements, sans que je n'ai à remplacer les éléments de la chaîne. Je pourrais augmenter le début de production, augmenter la quantité de matière, quand je dis début de production, la quantité de matière à transformer, sans que les équipements en eux-mêmes soient changés. Il convient bien que quand on va aller au-delà de 30, de 35, 40%, 50% d'augmentation, la chaîne peut être démontée ou agrandie. C'est pour ça que nous voyons parfois des usines, même les multinationales les plus grandes, à un moment, elles ouvrent carrément une autre usine, soit dans une autre ville ou à proximité.
Parce que le taux d'accroissement ne peut pas être réalisé avec les équipements en place. Mais si, pour dire simplement, pour visualiser ça de façon la plus simple, je peux avoir une cuve je veux transformer 10 mètres cubes dans un volume de 10 mètres cubes. Mon usine, au départ, va transformer 10 mètres cubes, mais en la mettant en place, je dois en réalité penser comme si je mettais en œuvre 12 mètres cubes ou 12,5 voire 15 mètres, 12 ou 13 mètres cubes en réalité. Donc, ne pas dimensionner exactement à la quantité que le marché peut absorber à l'instant où on est en train de faire, de faire la réflexion ou de monter son usine. Sinon, très vite, on peut être dépassé par l'accroissement de la population, par le débit de production à atteindre. Très vite, on est obligé de recommencer, donc de démonter l'unité pour bâtir une de plus grande production. Donc, c'est ça, en fait. C'est au moment du dimensionnement. Je crois bien qu'il y a une unité. Lorsqu'on fait le dimensionnement, lorsqu'on fait l'opération unitaire, dans les opérations unitaires, il y a les notions de dimensionnement. Et c'est à ce moment-là que vous verrez comment dimensionner un équipement, comment dimensionner une chaîne. Parce que le dimensionnement de la chaîne passe par le dimensionnement de chaque opération. Oui, docteur, bien noté. Merci beaucoup. Je vais m'aller plus. J'aime souvent prendre des exemples, un exemple banal, ce qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Lorsque on fait, euh, lorsqu'on fait, comment on dit, on fait coudre un vêtement. Lorsqu'on fait souvent coudre un vêtement. Ce qui arrive parfois, lorsqu'on sait qu'on a une masse corporelle ou un poids qui change, qu'est-ce qu'on fait? On dit au couturier que lorsque tu es en train de coudre mon habit là, il faut laisser un peu de tissu à l'intérieur pour que si j'ai des rondeurs entre-temps, que je puisse rentrer encore dans mon vêtement. C'est en fait un dimensionnement qui prend en compte l'accroissement de ma masse corporelle plus tard. Donc, je fais le vêtement maintenant en prévoyant que je peux prendre entre-temps 2, 3, 4, 5 kilos. Et il faudrait toujours que le même équipement convienne à ma transformation. Je crois que ça, c'est ce qu'on fait tous les jours. De façon empirique, c'est ça, le dimensionnement en pensant à un potentiel accroissement. On comprend très bien aussi qu'il ne peut pas laisser plusieurs mètres de tissu pour que si on a doublé de volume, que le même vêtement nous suffise encore. Non. Donc, il y a une marge aussi là de, une marge de manœuvre même à avoir avec le vêtement. C'est exactement la même réflexion empirique ou banale qu'on a avec le vêtement. C'est à l'échelle industrielle, on fait ça de façon plus technique, plus scientifique, c'est tout. C'est OK, monsieur Mohamed? Oui, c'est OK, docteur. Merci beaucoup. OK, merci. Donc, voilà.
Chapitre 2 qui parlait des principales grandeurs physico-chimiques. On va encore prendre quelques minutes. Question d'introduire rapidement ce dont on parlera. En fait, les grandeurs ici, lorsqu'on a parlé des opérations pour dimensionner, pour connaître exactement quelles seront les valeurs à donner à la taille de nos équipements, les caractéristiques, on est obligé, on est amené à parler des grandeurs. Et les grandeurs en génie de procédés, c'est ce qu'on connaît généralement, on les connaît déjà, c'est ce qu'on utilise tous les jours. On sait que la taille, c'est en mètres. On sait que le poids, c'est, pardon, la masse corporelle, c'est en kilogrammes, c'est en grammes et autres. Donc, en fait, ce sont des valeurs qu'on connaît tous les jours, qu'on utilise. On les met juste dans un cadre précis, standard, pour qu'on puisse les utiliser aisément. Donc, je crois que la prochaine fois, on parlera des différents types de réacteurs, la classification des réacteurs. On parlera des grandeurs. C'est pas long, c'est juste de présenter ce qu'on entend par grandeur, comment est-ce qu'on les utilise, quelle est l'utilisation qu'on en fait réellement en génie de procédés, quelle est l'utilisation qu'on en fait généralement en génie de procédés. Nous parlerons de la classification des réacteurs parce que c'est nécessaire pour faire les bilans, parce que tout ceci nous amènera à la réalisation des bilans. Parce que dans une chaîne, il faut bien que je sache quelle est la matière que je vais engager, la matière première, quel doit être mon rendement. Et les rendements, là, en réalité, ce qu'on entend par rendement, ce sont des bilans qu'on fait. Exactement comme on fait nos bilans financiers. Là. Ce sont des choses empiriques, ce sont des choses qu'on fait tous les jours, mais on les ramène seulement dans un cadre bien précis. On fait le bilan financier. Qu'est-ce que j'avais? Qu'est-ce que j'ai eu comme entrée? Qu'est-ce que j'ai eu comme sortie? Qu'est-ce que j'ai multiplié? Quel est l'argent que j'ai multiplié? Quel est l'argent que j'ai dépensé? Quel est l'argent que j'ai obtenu? C'est tout ça. C'est exactement comme ça également qu'on va faire dans le procédé. Pour chaque opération ou pour tout le procédé à la fois. Donc, nous parlerons de ça la prochaine fois et d'une notion non moins importante que celle des nombres adimensionnels, donc des nombres ou des nombres des formules qui n'ont pas d'unité, qui n'ont pas on parlera de dimension. Quelle est l'utilisation qu'on en fait en ces procédés? Quelles sont leurs importances? Je crois qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère avoir été suffisamment clair. Est-ce qu'il y a des questions, des zones d'ombre? Est-ce que tout est OK? Merci pour les pouces et les acclamations. Donc, on nous sommes vraiment navrés du retard que nous avons occasionné, que nous avons rencontré, pardon. Nous espérons que en tout cas, nous attellerons à ce que ça ne se reproduise pas, que nous commencions dans les temps. Et ce fut un plaisir d'échanger avec vous ce soir. Et vivement que l'on se retrouve, que ce soit un plaisir renouvelé. Sur ce, je mets fin à ce cours, tout en vous réitérant ma disponibilité pour répondre à toute interrogation qui pourrait survenir plus tard à la réflexion de ce qu'on a déjà fait. Oui, la main levée, Monsieur Augustin. Oui, bonsoir, docteur. Merci pour la présentation de ce soir. En fait, bon, j'ai une petite question. Je voulais savoir, le schéma de tutorie, je crois que c'est le schéma final qui se fait procéder et vous avez dit que ça se fait au fur et à mesure de la réalisation du procédé. Est-ce que on peut utiliser ce schéma pour reproduire d'autres procédés ou bien pour mettre en place une autre industrie et est-ce que ce schéma a des droits d'auteur? Oui, oui. Mon premier oui, c'est
est-ce qu'il peut être utilisé pour reproduire une autre usine? Oui. Parce que pour construire une usine, parce que il représente, comme on disait exactement, l'enchaînement des équipements. Pas à l'échelle, mais tous les éléments dont on a besoin. Donc, un schéma tuyauterie peut être utilisé pour un montage d'usine. Si on veut faire le calque, donc un montage parallèle, un montage d'une usine similaire, le schéma tuyauterie peut bien aider à le faire. Maintenant, associé au schéma tuyauterie, si on veut reproduire exactement la même chose, on aura bien sûr un plan de l'usine parce que le schéma tuyauterie ne montre pas les dispositions, par exemple, ergonomiques pour la circulation des... Quand je parle pas d'ergonomie, ça veut dire que c'est la présence de tout ce qui concerne le manipulateur, le technicien sur la chaîne de production. Ça ne présente pas cela. Donc, associé au schéma tuyauterie, on aura nécessairement besoin d'un plan maintenant de l'usine. Mais le schéma tuyauterie, lui, il est je voulais donner une expression, il est l'élément qui traduit exactement ce qu'on aura. Sans être à l'échelle, je le précise et j'insiste sur ça, sans être à l'échelle et sans être un plan. Parce que d'autres notions entrent en jeu pour la construction physique de l'usine, donc de l'unité. Maintenant, en ce qui concerne justement les droits d'auteur, il peut être protégé dans la mesure où, si c'est un procédé qui est encore protégé, on ne va pas le rencontrer tout et n'importe où. Parce que du schéma tuyauterie, je peux revenir à un schéma, bloc. De toute façon, se comprend. Donc, généralement, quand le schéma bloc est protégé, n'est-ce pas? Quand le schéma bloc est protégé, les schémas qui vont généralement découler seront eux-mêmes sous cette couverture, cette protection-là. Parce qu'avec le temps, même vous-même avec le temps, avec l'habitude et l'expérience, avec un schéma bloc, vous ressortez les opérations, donc vous ressortez la recette. Avec le schéma tuyauterie, pardon, vous pouvez revenir à la recette initiale, donc au schéma procédé, au schéma bloc. Donc, si il est protégé, c'est parce qu'en amont, s'il est protégé, le schéma, je parle ici du schéma tuyauterie, c'est parce qu'en amont, le schéma bloc lui-même l'est. La recette initiale l'est. C'est pourquoi, parfois, qu'est-ce qui se passe? Quand nous regardons certaines émissions, je ne vais pas parler des chaînes sciences et vie à la télé, il y a des usines qu'on empêche de filmer. Filmer l'usine, c'est pas comme ça dans la recette, vous voyez un peu. Mais si la recette est encore cachée, en présentant la succession d'équipements, on peut revenir à la succession d'opérations. Il peut faire l'objet d'une protection. Il est protégé parce que en amont, le schéma bloque les. C'est OK, monsieur Augustin? Ok, c'est bon. Donc, en conclusion, je peux dire que le schéma bloc, lui, peut être protégé en premier lieu s'il s'agit d'un nouveau procédé. Tout à fait. Ok, merci. OK. Sur ce, bye bye et bonne journée ou bonne soirée à chacun selon sa présence sous les cieux. OK, merci. Ok, Bonne soirée. merci et excellente nuit à vous aussi. Merci. Merci, docteur. Bonne soirée. Bonne soirée aux camarades.